Bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes sur Congo Buzz Télévision, vous regardez votre magazine ActuBuzz, c'est rendez-vous de décryptage, de commentaires, mais aussi de l'interprétation des faits d'actualité qui restent dominés dans notre pays par la marche organisée par Martin Fayoulou le week-end dernier, la marche qui est partie des ronds-points Rabat pour atterrir dans la commune des Limété. On parle d'une mobilisation réussie. On va essayer de revenir autour de cette marche, les revendications de Martin Fayoulou, est-ce qu'elles seront prises en compte, pardon, on en parle au cours de cette émission. On va aussi faire les points sur les dossiers CENI. Denis Kadima qui a été entériné par les députés nationaux, c'était toujours le week-end dernier au cours d'une plénière qui a connu des violences à la fin, des députés qui se sont battus, les uns qui s'opposent à l'entérinement de Denis Kadima et de la nouvelle équipe dirigeante, et d'autres qui estiment que Mbosso Kodia a mis les pays sur la bonne voie. Voilà donc, mesdames et messieurs, les deux principaux sujets qui feront l'objet de cette émission. Sur ces plateaux, je reçois M. William Ikolo. Il est expert en communication politique. C'est donc avec lui que nous allons essayer de décortiquer ces sujets. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, il faut rappeler ici que vous vivez depuis plus de 20 ans en Belgique. Alors, si aujourd'hui, il faut essayer de faire un peu une étude comparative entre la manière dont vous vivez en Belgique et ce que vous constatez ici au pays, toutes les fois que vous venez, que pouvez-vous dire? Sur quel plan précisément? En ce qui concerne par exemple les infrastructures, l'éducation, la politique, l'économie, les sociales, les transports, s'il faut essayer un peu de parler de tout ça en une minute. En une minute, je pourrais simplement dire que notre pays est un très beau pays. C'est un pays qui est en chantier, c'est-à-dire que c'est un pays où il y a beaucoup à faire, un pays où nous pouvons demain en faire vraiment un paradis. Et c'est une chance d'ailleurs que ce pays soit en chantier, parce que je pense qu'il lui manque simplement de la volonté politique et les hommes qu'il faut pour bâtir ce pays à la manière d'un paradis politique, d'un paradis comme je le disais. Vous avez connu, je crois, 20 ans, je pense que c'est les mandats de Mouzé Kabila, Joseph Kabila, aujourd'hui c'est Félix Tshisekedi. Absolument. Oui, s'il faut essayer de faire une étude comparative, est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une lueur d'espoir que le Congo va décoller? La preuve, c'est ma présence ici. Je pense que vous avez pu remarquer, comme moi, que dès que M. Félix Antoine Tshisekedi a été proclamé président de la République, de nombreux diasporas ont quitté leurs pays respectifs pour venir voir un peu comment le pays allait décoller. Donc aujourd'hui, il est président. Et je pense que les signes avant-coureurs de ce décollage sont là, ils sont présents. Je pense que tous les Congolais le voient. La fondation, elle est posée. On travaille sur les fondations. Et je pense que c'est déjà de très bonne augure. Très bien. Alors aujourd'hui, on accuse vous de la diaspora, surtout cette diaspora qui est autour du président de la République, de ne contribuer à rien. Là en Europe, vous n'avez jamais étudié, vous n'avez jamais été dans des boulots sérieux. Alors, depuis que vous êtes là au pays, vous ne faites que pousser les présidents à des erreurs, des erreurs, des erreurs. Comment réagissez-vous lorsque vous entendez des gens tirer sur vous de la diaspora? En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette question, parce que je pense que c'est une question d'une d'une très grande injustice. Pensez que quand vous regardez par exemple en Belgique, notre diaspora, c'est-à-dire les Congolais qui vivent en Belgique, sont à nombre comparatif, c'est la diaspora qui est la plus outillée, c'est la diaspora qui a le plus étudié, la diaspora congolaise. C'est celle qui a le plus de diplômes. Et donc, quand j'entends certaines personnes dire que la diaspora congolaise n'a pas étudié en Belgique ou en France, hein, c'est une ignorance, ou alors c'est vraiment c'est de mauvaise foi, parce que il y a certes des Congolais qui sont partis de ce pays et qui sont allés s'installer en Europe sans projet de vie, mais il ne faut pas ignorer que ceux-ci sont une infime minorité, dans la mesure où, dans les années 80 et 90, il n'y avait que des étudiants qui y allaient, et puis il y a eu une dizaine d'années où c'est vrai qu'il y a eu tout le monde, mais je pense que tout le monde a le droit aussi d'aller tenter sa chance en Europe. Mais les enfants de ces personnes qui même n'ont pas étudié et qui ne pensaient qu'à s'habiller et autres, mais ces enfants-là ont fait des études. Aujourd'hui, quand vous allez en Belgique,
Je pense que le système médical aujourd'hui est largement supporté par des Congolais. Les médecins, les infirmiers, jusqu'aux sages-femmes, dans la plupart des hôpitaux, ce sont des Congolais. Quand vous regardez les cabinets d'avocats, il y a de nombreux confrères qui sont aujourd'hui avocats au barreau de Bruxelles, Liège, Mons et ailleurs. C'est la même chose quand vous regardez les ingénieurs. Donc je pense que nous sommes une des diasporas qui sommes les plus outillés au niveau intellectuel. Et je pense qu'il appartient maintenant au pays de pouvoir reprendre ses enfants qui sont bardés de diplômes et de compétences. Maintenant, sur la supposée clique de Congolais qui sont autour du président. Qui sont autour du président. Là aussi, je pense que c'est vraiment une légende urbaine. Hein. Je pense que les données sont claires. Hein. C'est le genre de choses où moi, j'invite vraiment les journalistes à aller investiguer, aller peut-être, je ne sais pas moi, au Palais de la Nation ou à la présidence, demander les listes et voir un peu qui ils sont. Vous allez voir que ce sont des légendes urbaines. Je ne pense pas qu'il y ait tant de Congolais qui soient partis de Belgique ou d'ailleurs, qui soient autour du président. Là encore, c'est une légende qui a lieu de dénoncer, si c'était le cas, hein, je veux dire, avec des éléments probants. Mais jusqu'ici, ce sont des sujets, des choses que l'on entend ici et là, sans que ce soit démontré. On voit beaucoup plus ce qu'ils réalisent comme travail autour du président. Ben, je pense qu'il y a des très beaux exemples. Et je n'ai pas envie de citer de noms, mais regardez autour du président, il y a quand même des très beaux exemples. Le seul exemple, je dirais, de force que je pourrais donner, c'est quand même des gens qui sont autour de lui, comme son directeur de cabinet, monsieur son excellence Guilain Liembo, qui est d'une probité, qui est d'un sérieux et qui est dont la réputation de travail ne souffre d'aucune souffrance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a des exemples à donner, on peut regarder des gens comme M. Guilain Liembo qui fait la fierté de notre administration au niveau de la présidence. Hein. Très bien. Alors, vous êtes expert en communication politique. Ça tombe bien que vous soyez sur ces plateaux. Il y a des gens aujourd'hui qui critiquent la communication ou la gestion de la communication du président de la République. On a tenté 2 fois, ça c'est la 2e fois, avec vous de la diaspora. Les premiers est parti. Aujourd'hui, il y a encore quelqu'un de la diaspora qui gère la communication du président, mais il y a des gens qui pensent toujours que les résultats sur terrain ne sont pas probants. Il y a beaucoup de couacs, il y a beaucoup de ratés dans la communication du président de la République. On a minimisé, ça c'est selon plusieurs observateurs, on a minimisé ceux qui sont aujourd'hui au niveau du pays, ceux qui ont été formés ici au pays. On a privilégié, vous de la diaspora, mais sur terrain, les résultats en ce qui concerne la gestion de la communication du président posent problème. Alors vous, comme expert, de quel œil aujourd'hui regardez-vous ce qui se passe dans la communication du président de la République? Voilà, en tant qu'expert, moi je pourrais dire que quand je regarde la communication du président aujourd'hui, elle est excellemment tenue par M. Eric Nindou, hein, qui a dans la réputation les plus à faire. C'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il s'est exprimé, a fait la fierté du Congo. Et le problème avec ces légendes urbaines, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, on prétend qu'il y a des couacs partout au niveau de la communication du président. Alors que moi, en tant qu'expert, quand je regarde comment cette communication est articulée et organisée, je ne dirais pas que je n'y trouve rien à dire. Rien à l'œuvre humaine est de toute façon imparfaite et perfectible. Donc il y a sans doute des choses à améliorer, mais dans le gros, quand on regarde ce qui se fait, ce qui se dit, je me demande parfois si ce ne sont pas des gens qui simplement voudraient occuper la place d'Éric Ninou et qui aujourd'hui prétendent que cette communication est si mauvaise. Parce que je n'ai pas l'impression qu'elle soit si mauvaise que ça. À chaque fois qu'il s'est exprimé, en tout cas, moi, j'ai eu des échos. On m'a dit, mais il faut entendre. Il y a un monsieur qui s'est exprimé pour le compte de la présidence. C'est juste excellent. Par contre, il y a des gens qui estiment qu'on a vendu trop cher Éric Nindou, alors que sur terrain, où en réalité, il n'est pas tout ce qu'on a dit sur lui. En tout cas, moi, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Je pense que les quelques fois, comme je dis, où il s'est exprimé, il a fait ses preuves. Et il reste encore à faire. Il ne faut pas oublier que nous rentrons dans une séquence. Maintenant que la porte est fermée, la porte de la candidature est fermée, je pense que nous allons entrer dans une autre séquence politique qui va exposer tous les communicants
à leur talent et à leur métier. Hein. Ils vont devoir maintenant s'exprimer. Et nous attendons M. Nindou. Je suis sûr qu'il fera des merveilles. Alors, au niveau interne, si aujourd'hui vous essayez un peu de parcourir nos médias, comment voyez-vous aujourd'hui les différents journalistes qui évoluent au niveau du pays? Mais en tout cas, vous savez, notre pays, c'est un pays extraordinaire. Déjà, quand on voit la richesse que Dieu a donnée à ce pays, hein, c'est quelque chose qui est au-delà de toute mesure. C'est presque injuste de voir comment ce pays est rempli de richesses par rapport, je dirais même à ses voisins, par rapport au monde. Et la même richesse, nous pouvons la retrouver au niveau de l'être humain. Moi, je suis impressionné par la qualité de nos journalistes, je suis impressionné par la qualité de nos médecins. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, si on arrête cette autoflagellation qui veut simplement qu'on se dise Congolais Azamabé, le Congolais ceci et cela, regardons-nous en face. Certes, il y a eu des décennies où il y a vraiment eu un renversement de valeurs, mais dans son ensemble, le Congolais est un être exceptionnel. Exceptionnel, et moi je suis admirablement surpris par la qualité de ceux qui font les médias ici. Merci beaucoup. Donc vraiment, j'applaudis des deux mains. Merci beaucoup. Alors, on va parler de l'actualité qui reste dominée par la marche de Martin Fayulu. C'était les week-ends. Martin Fayulu qui a manifesté pour qu'on puisse dépolitiser la CENI. C'est sa revendication de tous les jours. Il a évoqué pour l'occasion plusieurs faits, notamment les dossiers RAM, la vie sociale des Congolais. Il a abordé comme ça plusieurs questions. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible qu'on puisse parler de la dépolitisation de la CENI, d'autant plus que les animateurs ou les délégués qui vont diriger la CENI viennent essentiellement des partis politiques, excepté peut-être le président de la CENI. Est-ce que c'est aujourd'hui possible et même normal, ou sérieux, je dirais même plus loin, qu'on puisse parler de la dépolitisation de la CENI? D'abord une chose, il me semble que ce qui domine aujourd'hui, lundi, l'actualité, c'est avant tout l'entérinement de M. Denis Kadima, bien avant la marche de Martin Fayulu, qui, à mon sens, est une information qui est consommée, pour ne pas dire périmée. Cela dit, puisque vous en parlez, je pense que ça a été une excellente chose de laisser M. Martin Fayulu marcher, hein, comme il l'a fait. C'est son droit le plus absolu. Il a le droit, en tant que Congolais, de demander une marche. Il a le droit simplement de faire son opposition, comme il le fait si bien. Maintenant, je sais pas... Dépolitisation de la CENI. Dépolitisation de la CENI. Je pense qu'idéalement, nous sommes dans ce système de CENI parce que nous avons rencontré tellement, comment dire, d'embûches qui font que le fonctionnement normal des élections n'était peut-être possible qu'avec une CENI, avec une commission, que l'on espère indépendante. Hein. Donc, en tout cas, c'est dans son libellé. Et on espère que celle-ci le soit, réellement. Maintenant, je pense que pour qu'elle soit complètement dépolitisée, il faut marcher là-dedans. Mais en tout cas, on peut espérer que le fait que ce soit une organisation hégémonique, ce soit difficile qu'une confession ou qu'un parti politique puisse dominer sur le reste. En tout cas, ça a été pensé de cette façon-là. Aujourd'hui, on ne peut pas dire... j'entends des critiques, en tout cas le grief qui est fait à l'encontre de M. Kadima serait qu'il serait proche du président, mais il y a les autres. Donc c'est un grief qui, à mon sens, est irrecevable. Très bien. Alors, selon la loi, les bureaux de la CENI est composé d'un délégué qui vient, ou des 2 délégués, je crois, qui viennent de la société civile, et puis il y a 5 qui viennent des partis politiques, majorité et opposition. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment possible qu'on puisse ravir la CENI des mains des politiques? Dire par exemple, parce qu'aujourd'hui, il y a Kadima qui est là, il y a un vice-président issu du PPRD, Union Sacrée, il y a un deuxième vice-président qui doit venir de l'opposition, il y a les rapporteurs qui est de l'UDPS. C'est possible aujourd'hui qu'on puisse avoir vraiment une CENI impartiale et non politique. Mais regardez ce qui s'est passé. Nous étions dans une séquence où la proclamation, la désignation du président a été bloquée. Par qui? Par les politiques, par les confessions religieuses. Donc, je pense que le grief que l'on pourrait faire à l'encontre des politiques ne se justifie pas tout le temps, d'autant que dès lors qu'ils sont tous ensemble,
ben, je dirais que leurs prétentions s'annulent un tout petit peu. En tout cas, ce que l'on a pu voir ici, ce que les Congolais ont pu remarquer, c'est que le blocage était non pas le fait de politique, mais de religieux. Donc, est-ce que le problème réside vraiment dans l'animation des politiques ou des religieux? Je pense que la question ici, elle doit se poser. En tout cas, nous avons pu remarquer que 2 confessions religieuses ont voulu bloquer tout un pays et en tout cas ont voulu s'opposer à la majorité de 6. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous poser question et surtout nous ramener à la véritable question sur les élections. La question électorale est une question qui recèle des enjeux de souveraineté nationale. Et dès lors que l'on se retrouve dans un cas où on sait que dès que les élections se retrouvent bloquées, on entend tout de suite des pays qui commencent à s'immiscer, à s'ingérer dans notre processus électoral, en tant que Congolais, nous devons avoir le devoir de tout bloquer, de se recentrer sur nous-mêmes et de, je dirais pas de fermer nos frontières, mais au moins de garantir la souveraineté nationale. Et je suis, moi en tout cas, je me réjouis de ce que l'Assemblée nationale ait entériné cette candidature. Et j'appelle vraiment à ce que le président de la République puisse nommer, en tout cas, proclamer l'ordonnance afin que cette séquence soit définitivement tournée. Alors, dernière question avant de parler de l'entérinement de l'équipe dirigeante de la CENI. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible qu'on puisse inverser la tendance? Au lieu que les partis politiques puissent avoir plus de délégués dans les bureaux de la CENI que la société civile, qu'on puisse avoir peut-être 5 délégués issus de la société civile et 2 des partis politiques. Comme ça, on va peut-être apaiser tout ce qu'on voit comme tension, comme bataille autour de ces bureaux de la CENI. Est-ce qu'on peut essayer de réfléchir prochainement dans ce sens? Je pense qu'on peut faire des réflexions globales. Chaque Congolais, les députés sont là. Nous avons vu les propositions de loi, notamment du professeur Anjoli. Ce sont des réflexions globales que l'on peut avoir. Effectivement, ce que vous dites, c'est une réflexion parmi d'autres. Il faut prendre en compte les erreurs, les difficultés que nous avons connues. Mais s'il fallait tirer des conclusions aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé hier encore, je pense qu'il y a lieu quand même de se poser la question sur les confessions religieuses et sur leur supposée impartialité. Parce que pourquoi ces confessions sont invitées à la table de la CENI? C'est parce qu'on estime, en tout cas on estimait à tort ou à raison, que celle-ci était impartiale. Au regard de ce qui s'est passé encore dernièrement, moi je m'interroge sur leur supposée impartialité. Très bien, on va cette fois-ci parler de l'entérinement de la nouvelle équipe dirigeante de la CENI. Alors, il y a des observateurs qui estiment que les bureaux de l'Assemblée nationale a fait un passage à force. Il n'y avait pas consensus jusque-là au niveau des confessions religieuses. Les procès-verbaux transmis au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, c'était des procès-verbaux de non-conciliation, je crois. Alors, au nom de quoi Mbosso Kodia, son bureau, sont-ils parvenus à entériner cette décision qui nomme ou désigne Denis Kadima et les autres au niveau du bureau de la CENI? Alors, quelle est votre lecture de cette question? D'un mot, je dirais souveraineté nationale. D'abord, quand on parle d'un passage en force, les seules personnes qui soient capables de dire ça, ce sont des gens qui habitent peut-être au pôle Nord ou je ne sais, mais le Congolais qui habite dans son pays ne peut pas parler de passage en force. Je pense qu'à un moment, il faut être sérieux. Les Congolais, vous savez, les années que nous avons passées, ce sont des années qui ont fait mûrir les Congolais politiquement. Le Congolais est quelqu'un de mûr. Moi, je me suis donné la peine de poser quelques questions en arrivant sur votre studio. C'est un ouf de soulagement que nous entendons dans la rue. Le Congolais est devenu mûr, c'est plus quelqu'un que l'on peut manipuler à tout vent. Ça n'est pas quelqu'un à qui l'on peut raconter des balivernes. Ceux qui disent que c'est un passage en force, ce sont des gens qui sont hors sol, qui ne sont pas avec nous ici. On n'a pas respecté la loi, on n'a pas respecté la procédure. Non, d'abord, c'est une procédure qui n'a que trop duré. Ça, c'est d'une. Et de deux, quand on parle de passage en force, on aurait l'impression que c'est quelque chose qui est arrivé et en quelques semaines, il y aurait eu un passage en force. Non, je pense que là-dessus encore, même le président de la République s'est tenu à l'écart de ce processus et
le procédé était tel qu'on avait l'impression que la machine était grippée, bloquée. Alors, que faut-il faire dans ces conditions-là? Est-ce que vous pensez que les 6 confessions religieuses à qui on a querellé leur candidat allaient, eux, accepter de faire passer le candidat des deux? Manifestement ou vraisemblablement non. Alors, c'est-à-dire que si on s'en tient simplement à la situation telle qu'elle est, ben on est parti pour un glissement. Et ça, le président ne le voulait pas. Et j'ai envie de dire, bien avant que le président ne le veuille pas, ben, il fallait simplement recourir aux textes. Et que disent les textes? Les textes prévoient, fort heureusement, ce qu'il fallait faire en pareil cas. Moi, j'invite tout simplement ceux qui parlent de passage en force d'aller relire les textes. Hein, et vous allez voir que l'article 16 et 17 sont extrêmement précis par rapport à ça. Donc, on ne peut même plus parler de passage en force. Dès lors qu'il y a un blocage, les textes prévoient ce qu'il faut faire. Le texte parle de la majorité. La majorité a finalement entériné cette décision. Et quant à l'Assemblée nationale, je pense qu'elle s'est acquittée d'un devoir vis-à-vis de la nation et, comme je dirais, pour sauvegarder notre souveraineté. Les élections, vous savez, derrière le mur des élections se trouvent toutes les prétentions sociales des Congolais. On ne peut pas jouer avec la vie des Congolais. On ne peut pas jouer avec la vie des Congolais sur le simple motif de prétention partisane ou personnelle. Et c'est bien ce qu'a révélé cette séquence où des gens qui se sont accoquinés la nuit ou je ne sais quand veulent jouer avec la vie de millions de Congolais. Je pense que c'est quelque chose que nous devons refuser en bloc. En tout cas, c'est ce que moi j'ai entendu dans la rue. C'est un ouf de soulagement. Alors, au niveau même de l'Union sacrée, il y a Moïse Katumbi qui est Ensemble pour le changement, qui estime qu'il y a une violation de la procédure. Moïse Katumbi va même plus loin jusqu'à dire qu'on a essayé de débaucher certains des députés appartenant à Ensemble pour le changement, même si sur le plan juridique, Ensemble n'a pas de députés, mais Moïse Katumbi estime que vous avez tenté, pas vous personnellement, mais ceux de l'Union sacrée ont tenté de débaucher ces députés. Et Katumbi estime que la ligne rouge a pratiquement été franchie. Et son retrait de l'Union sacrée n'est pas exclu. Qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, moi, ce que j'en pense, c'est que, vous savez, quand il y a un fait qui arrive, que ce soit politique, criminel ou autre, la première question qu'il faut s'interroger, c'est à qui profite le crime? Ou autrement dit, quel est le mobile? Quel serait le mobile du président de la République de commencer à aller bricoler toutes ces choses? Pourquoi je pose la question? Parce que la véritable question que nous devons avoir à l'esprit, quand je dis nous, je parle des Congolais, c'est que si demain, nous sommes lundi aujourd'hui, si demain, mardi, il y a des élections générales, est-ce que vous pensez réellement que le président de la République, tel qu'il est aujourd'hui, avec sa forte popularité, a quelque chose à craindre? S'il y a des élections demain mardi, s'il y a des élections dans 3 mois, est-ce que vous pensez réellement que le président de la République a des choses à craindre? Qui a le plus intérêt à ce que les élections ne se fassent pas au plus tôt? C'est qui? C'est certainement pas le président. Demain, s'il y a des élections, le président de la République, je pense qu'il n'a pas de souci à se faire et il sera certainement réélu par la population. Le président a un bilan à vendre auprès de cette population. Ah oui. Vous le pensez? Ah oui. Mais je ne le pense pas, je le vois. Ah. D'accord? Je le vois. Mais parlons-en alors. Parlons-en. Vous savez, nous parlons ici d'un homme qui a les rênes de l'État depuis 2 ans. C'est de ça dont on parle. On parle du Congo, c'est-à-dire ce pays aux dimensions continentales aussi grand que toute l'Union européenne. Et avec un chef qui arrive, qui décide d'abord que les enfants de ce pays doivent étudier gratuitement, ce qui n'est pas un luxe, hein. C'est un droit qu'il accorde à ses enfants et qui est un droit qu'il ne va pas récolter tout de suite. Donc, quand on parle de bilan, souvent, on pense qu'on va aller au coin de la rue et tout de suite, on a un peu plus d'argent. Non. Il l'a investi pour ce pays. Ça, c'est d'une. Deuxième chose, vous avez vu comment le conflit à l'est de la République a occasionné des millions de morts. De millions de morts. Le siècle présent, c'est-à-dire le 21e siècle, n'a pas connu plus de morts que l'on a connu au Congo. Il faut le savoir, il faut le dire. Il n'y a pas un seul pays au monde,
Il n'y a pas, même si vous prenez tous les autres pays regroupés, c'est-à-dire vous prenez le Congo, vous prenez tous les autres pays du monde, il y a eu au Congo plus de morts dans cette guerre qu'il y en a eu dans tout le reste du monde. Alors, est-ce que vous pensez que dans ces conditions, quand le président de la République décrète l'état d'urgence, c'est juste pour s'amuser, c'est juste pour un luxe? Le président de la République a fait en 2 ans ce que d'aucuns n'ont pas su faire en plus d'une décennie. Et c'est ce qu'il faut voir. Il ne faut pas simplement se cantonner à regarder, je dirais, nos petites situations personnelles. Est-ce que dans mon chef personnel, ma situation a changé? Peut-être pas, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que nous voyons le pays marcher enfin vers la lumière. Nous voyons le pays enfin marcher vers son éclat. Vous savez, vous aviez dit ici que j'ai vécu à l'étranger, et c'est vrai. Moi, j'ai vécu cette période du Congo où, en tant que Zaïrois, nous étions fiers et nous étions respectés. Et petit à petit, j'ai vu cette fierté s'effriter au point de n'être plus une fierté, mais une honte à devenir Congolais. Et cette fierté revient peu à peu, et nous la devons au président de la République. L'émission touche déjà à la fin. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République va-t-il promulguer la loi qui va enfin installer les bureaux de la CENI? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui estiment que le président avait bloqué quand il s'agissait des Ronsard Malona. Et aujourd'hui, nous revenons pratiquement dans la même situation. Et on attend voir le président à l'œuvre. Va-t-il cette fois-ci promulguer la loi ou il va encore étouffer et renvoyer la balle dans les camps, une fois de plus, des confessions religieuses? Je ne sais pas. Moi, je ne peux qu'inviter le président parce qu'il est président de la République. Donc, c'est tout ce que l'on peut faire. Je pense qu'il est mieux informé que moi, mieux outillé que moi pour prendre la meilleure décision qui soit. À mon niveau, je ne saurais que trop lui conseiller de voter très très vite, enfin du moins de proclamer cette ordonnance, de signer cette ordonnance au plus vite pour passer à une autre séquence. Vous savez, ça fait quand même trop de temps que cette séquence a duré et il est temps de passer à autre chose. Est-ce que pensez-vous aujourd'hui, Denis Kadima, qui est déjà contesté aujourd'hui par une partie de la classe politique, sera en mesure de nous donner des bonnes élections? Est-ce que les résultats des élections que lui va proclamer seront-elles acceptés par tout le monde? Déjà, sa personne pose problème. Non, là encore, moi, je ne veux pas que l'on monte aux Congolais. Je ne veux pas que l'on distrait les Congolais. Et comme je le dis, de toute façon, ils le savent. Hein. C'est un peuple qui est aujourd'hui très éveillé politiquement. Qui va aller trafiquer quoi, en fait? Quel est le grief que l'on fait à Denis Kadima? On dit que c'est certainement la personne qui est la mieux outillée intellectuellement, sur son background, sur son expérience, pour porter la CENI. Le seul reproche qui lui est fait, finalement, c'est sa prétendue proximité avec le chef de l'État. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on dit qu'il est contesté par qui? Finalement, qui vont voter? C'est la classe politique ou les Congolais? Vous pensez réellement que les Congolais en ont quelque chose à faire, que ce soit Denis... C'est la classe politique qui va participer à ces jeux. Oui, non. Les élections générales qui se proposent... Comment une équipe va accepter d'aller livrer un match de football où l'arbitre a déjà une couleur? Non, mais en fait, ça c'est un jeu de faibles. Et je dirais, pour répondre à ça, de la manière la plus simple, quand quelqu'un est sûr de lui. Souvenez-vous, le président de la République, encore candidat à ce moment-là, alors qu'on leur proposait les machines à voter, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, avec ou sans machine à voter, j'irai aux élections. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'il était sûr de sa popularité, parce qu'il était sûr qu'avec ou sans machine à voter, les faits seront là devant la face du monde. Alors aujourd'hui, comme je posais la question, s'il y a des élections demain, est-ce que vous pensez que le président de la République a du souci à se faire? Non. Les gens qui commencent déjà à se chercher des excuses vis-à-vis de leur clientèle, vis-à-vis des gens qui votent pour eux, ce sont des excuses qu'ils cherchent pour dire « je sais que je serai battu, mais c'est parce qu'il y a Denis Kadima ». En réalité, avec ou sans machine à voter, allons-y aux élections. Très bien. Dernière question pour boucler complètement cette émission. Je vous en prie. Est-ce qu'aujourd'hui, la voie
pour un dialogue, parce qu'il faut rappeler ici que dans les jours passés, la Mouka et même, je crois, la Senko parlaient aussi d'un dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la contestation, avec tout ce qu'on a vu samedi passé au niveau de l'Assemblée nationale, des députés qui se sont donné des coups, est-ce que la voie pour la convocation d'une table ronde est en train d'être balisée? Non, mais encore une fois, hein, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Le président de la République, je pense, parce que je ne fais pas partie de sa machine, il faut peut-être le rappeler, le président de la République a senti le piège venir de loin. Le piège qu'on lui tendait, c'était celui du glissement, parce qu'il y a des ennemis de la République qui ont choisi, tout en parlant d'élections, qui ont choisi qui n'en est pas. Et qui cherchent aujourd'hui toutes sortes de manœuvres dilatoires pour empêcher la tenue des élections, crier au scandale, appeler supposée communauté internationale pour venir s'immiscer dans nos affaires internes. L'enjeu, il est là. C'est de laisser les élections générales aux mains des Congolais. C'est de laisser, d'apporter un crédit à nos compatriotes. Est-ce que l'on peut vraiment aujourd'hui, alors que c'est quelqu'un qui a fait ses preuves de façon professionnelle, jeter en pâture M. Denis Kadima comme on le fait? C'est quelque chose d'indigne. Et je pense que les politiques qui ont derrière eux de nombreuses personnes devraient quand même marcher avec davantage de dignité que de se laisser emporter par des considérations personnelles. Très bien, on a terminé l'émission. Alors la caméra est là devant vous. En 10 secondes, votre dernier message au public, puis on va se séparer. Ben moi, j'aimerais simplement remercier les Congolais pour leur excellence. Je l'ai dit ici et je le crois fermement, le Congolais est quelqu'un de fier, le Congolais est quelqu'un qui a grandi politiquement. J'aimerais simplement vous inviter, vous tous, à qui s'adressent finalement ces élections générales, à rester vigilants et à ne pas vous laisser distraire et emporter par des gens qui prétendent vous représenter alors que finalement, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Le président, et je l'espère, le choix qui a été fait ici est un choix qui doit garantir vos intérêts et ne vous laissez pas emporter, ne laissez pas que ces élections soient le prétexte pour certaines officines et certaines mains qui viendraient d'autres pays pour venir s'immiscer dans nos affaires intérieures. Parce que finalement, c'est que quand nous sommes nous-mêmes à la tête de ce pays, quand nous-mêmes nous sommes aux manettes de ce pays que nous pouvons en attendre beaucoup. C'est ce que déjà avaient compris les pères de la Révolution, en l'espèce M. Patrice Lumumba. Monsieur William Ikolo, merci de votre passage. Merci. Fin de cette émission à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.